Je rentre à l'instant des Résistantes, une rencontre des luttes locales qui s'est tenue sur le plateau des Larzac, qui a rassemblé 5000 personnes pendant 4 jours pour célébrer les luttes gagnées et puis penser l'avenir, penser la suite. C'était juste génial. J'ai eu l'occasion de rapper sur scène pour la première fois de ma vie. Sauf que nous, aussi, on va faire ça, soulève-toi. C'était absolument ouf, j'ai tout filmé et je vais le mettre en ligne uniquement sur ma chaîne YouTube Arval dédiée à ma musique, donc j'ai envie de dire abonnez-vous quoi. Et j'ai participé à une table ronde sur mener la bataille des imaginaires, animée par Philippe Biondury, le rédac-chef de Socialterre, avec Juliette Rousseau, autrice et éditrice, Audrey Vermont, comédienne, et Lucas Francou de Parlons Climat. On a abordé ce sujet des imaginaires d'une manière que j'avais jamais eu encore l'occasion de le faire sur cette chaîne YouTube, donc je me suis dit, bah allez, c'est l'été, on va mettre la conférence en entier à la cool, j'espère qu'elle vous intéressera, et sinon, c'est pas grave, pas d'inquiétude, je vous retrouve à la rentrée avec du lourd. C'est parti. Donc, extrêmement compliqué de commencer la table ronde. J'avais demandé d'abord aux invités, c'est quoi votre imaginaire, comment vous voyez cette question-là, c'est quoi un imaginaire? Donc, impossible à répondre. Donc, du coup, on va peut-être juste demander c'est quoi ces dernières années, l'imaginaire ou les imaginaires qui ont été un petit peu structurants ou qui ont été vivifiants pour vous, qui sont un peu intégrés à votre travail ou à vos réflexions. Voilà, donc ces dernières années, on va pas remonter trop loin et faire la biographie intellectuelle de chacun. Et on va commencer peut-être par Vincent qui va répondre à ça puisqu'il s'est préparé sur cette réponse. Ça rassurera tout le monde. Merci. Bonjour, c'est très impressionnant, vous êtes très nombreux et nombreuses. Et alors moi, du coup, j'anime une chaîne YouTube qui s'appelle Partager c'est sympa, où il y a maintenant 300 000 personnes qui sont abonnées. Et il m'est arrivé, par exemple, pendant le confinement, que mes vidéos soient vues jusqu'à 4 millions de Français différents ont regardé mes vidéos. Donc je prends très au sérieux la responsabilité que je peux avoir dans la diffusion d'imaginaire et tout particulièrement sur la transparence et la sincérité lorsque des imaginaires que j'ai pu contribuer à relayer se cassent la gueule. Et je pense que si vous avez suivi mon travail... Est-ce qu'il y en a qui connaissent mes vidéos? Levez la main si c'est le cas. C'est cool. Trop bien. Bah, du coup, voilà, vous avez dû remarquer qu'il y a plein de fois où je me suis largement remis en question sur ce qu'on essayait de faire. Et du coup, j'avais envie de vous proposer une petite rétrospective de ces différents imaginaires qui ont traversé le mouvement climat, comme on l'appelait alors, et du coup, aussi la chaîne YouTube. Moi, j'ai commencé en 2015 et clairement, on était sur un imaginaire d'un mouvement de masse citoyenniste, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen légitime, l'État va nous écouter, qu'on avait 5 ans pour inverser la balance et qu'on ne dépasse pas les points de non-retour, et que du coup, il fallait réussir à créer un rapport de force massif qui nous garantirait la transition écologique. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ce moment où on était tous dans ce mood-là, on était là, ouais, mouvement de masse, on va y arriver et tout. Ok. Ce truc-là a grimpé, il y a eu des mouvements de masse et tout, et on arrive en 2018 avec l'affaire du siècle, 2,3 millions de personnes qui disent qu'on attaque en justice l'État, et patatras, ça ne marche pas, au sens où l'État nous fait une petite tapette sur l'épaule, et nous dit circuler, il n'y a rien à voir. Donc à ce moment-là, pour moi et pour peut-être d'autres, il y a eu un sentiment de « Ah mais on s'est planté en fait, on n'a pas compris quelque chose ». Dans le même temps, moi j'étais allé à la COP 21 et j'étais là, à la COP 23, j'étais là, mais en fait les États vont nous tuer et s'organisent pour nous tuer, donc il faut qu'on revoie un petit peu notre imaginaire. Là c'était pratique parce qu'il y avait Pablo Servigne qui sortait un bouquin qui s'appelle Comment tout va s'effondrer, donc top, il y a un effondrement, bon voilà, c'est mon nouvel imaginaire, tout va s'effondrer, de toute façon ce monde est injuste, donc tout va s'effondrer, en avant Guingamp. Ça nous a quand même donné les prémices de quelque chose qu'on voit aujourd'hui, les notions de sabotage, de désarmement des infrastructures. On commençait à percer à ce moment-là dans le mouvement parce qu'on se disait, en fait, on voudrait que l'effondrement soit pas au moment où il n'y a plus rien, en fait, où il n'y a plus rien à sauver. Ce serait mieux s'il s'accélère un petit peu, cet effondrement. Là, il y a le Covid. Bon, il y a une espèce de remise à zéro des imaginaires. On remet tout à plat et même, il y a à ce moment-là a beaucoup circulé une espèce de tribune, je crois, de Bruno Latour, qui en gros avait une envie d'un avenir désirable en fait, où si on s'organisait bien, on pourrait reconstruire dans nos espaces à nous, dès maintenant,
un avenir désirable. Ok, du coup, j'essaie d'avancer vite parce que je veux pas un tunnel non plus. Mais ça va, vous êtes avec moi toujours? Oui. Ok, donc on est post-Covid. Je rentre dans l'art de Pablo Servigne dans une grosse vidéo en lui disant « Frérot, il n'y a pas d'effondrement. J'ai bien regardé, la machine elle se maintient, elle s'auto-sauve, les banques elles se cassent pas la gueule parce qu'en fait elles se renflouent quand elles veulent. Donc on n'est pas du tout sur un imaginaire d'effondrement, ce vers quoi on va c'est un pourrissement, probablement vers un pourrissement plutôt fasciste. Et donc il n'y a pas de deadline, alors qu'est-ce qu'on fait ? Bah, moi, je me suis arrêté pour réfléchir un peu. J'ai beaucoup bouffé de science-fiction et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à lire de plus en plus sur l'imaginaire du vivant, des alliances interespèces. Là-dessus, je remercie le super taf de Socialterre qui a fait un hors-série sur le vivant, encore disponible dans les meilleures librairies, qui permet de politiser cette notion d'interdépendance, que c'est à force d'être aveugle aux dynamiques du vivant qu'on le piétine. Et je me suis un peu accroché à ça comme une bouée. Ça m'a aussi permis de me lancer dans l'observation du vivant, des animaux. Et on en arrive maintenant aujourd'hui, avec ce merveilleux mouvement des soulèvements de la Terre qu'on ne dissout pas parce qu'il repousse partout, et qui porte un imaginaire, celui du basculement politique, écologique et radical, d'un désarmement, de reprise de terre, et aussi de gestion en commun de l'eau. Et ce que je trouve le plus intéressant en comparaison avec 2015, le début du mouvement climat, c'est que là, on a un ancrage dans les territoires, ce qui nous permet d'avoir toujours quelque chose à perdre. Quand on était dans une idéologie mouvement climat, il y avait une notion de point de bascule. À ce moment-là, on a perdu. Là, dans un ancrage territorial, on a toujours des choses à défendre. On a toujours un cours d'eau à dépolluer, on a toujours une terre à reprendre, et rien n'est donc vain. Voilà. Ok, alors la bataille des imaginaires, donc moi j'ai l'impression, là, surtout après le discours de Vincent, que j'aime énormément, d'être, vous voyez, à l'endroit où les chefs, les hauts gradés militaires se retrouvent pour décider de la suite. Donc moi je ne suis pas du tout à cet endroit-là, j'ai l'impression d'être une petite fourmi qui part dans le fossé, ou qui... Mon point de départ, ce serait peut-être plutôt ça, ce serait peut-être plutôt le fossé. Et je vais préciser ce que je veux dire par là. Sur la question des imaginaires, moi j'ai un peu réfléchi aussi avant de venir. J'ai l'impression que dans mon travail, en tant qu'autrice et en tant qu'éditrice, pour moi se pose la question de comment est-ce qu'on habite des mondes abîmés. Personnellement, je me la pose cette question à partir de mon corps. Comment est-ce que, vous voyez, ce truc de l'effondrement, du point de non-retour, etc. Pour moi, c'est des trucs qui sont très en extériorité. Et moi, j'ai l'impression que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'explorer les choses à partir d'une intériorité. C'est d'explorer des rapports au monde qui sont pas parfaits, mais qui même ont à faire avec des saccages, avec des violences multiples et variées. Donc, en tant qu'autrice, par exemple, j'essaie de creuser la question de comment habiter différemment, ou comment habiter de façon plus attachée, de façon plus liée, un milieu abîmé depuis un corps abîmé. Et en tant qu'éditrice, ce qui m'intéresse aussi, c'est de chercher à donner à entendre d'autres rapports au monde qui sont là, qui existent, mais qui sont souvent moins audibles. Et j'ai l'impression que, pour moi, il se joue quelque chose d'important à cet endroit-là, qui peut être lié à la question de l'imaginaire, et qui peut être lié aussi à la question, tu le disais tout de suite, de la cohabitation interespèces. Pour moi, c'est la question de la sensorialité. C'est que j'ai l'impression que une des choses qu'il faut affirmer fortement aujourd'hui, c'est que le monde a besoin de guérison, profondément besoin de guérison. Et que nous, individuellement et collectivement, avons besoin de trouver ces façons de guérir. Et que réinvestir un rapport au monde à partir du corps, à partir des sens, et repérer ce qui n'est plus là, ce qui est encore là, ce qui est blessé, ce qui se recoue et comment ça se recoue, et à partir de quelles relations ça se construit, interhumaine, interespèce, dans des milieux spécifiques aussi, et pas comme ça dans un espèce d'absolu qui serait la nation, le monde, ou je sais pas quoi, mais à partir très concrètement des endroits qu'on habite. Moi, c'est ça qui m'intéresse profondément aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, je voyais autre chose à dire sur la question de l'imaginaire. Alors pareil, pour le réancrer dans ma pratique et à partir de là où je suis, parce que je pense que c'est vraiment important.
Je pense que la question de la langue, alors je le dis évidemment en tant qu'autrice et en tant qu'éditrice, mais elle est hyper importante à creuser aujourd'hui, et j'ai tout à fait conscience de le dire à un endroit qui est premièrement mu par les questions d'écologie, alors on ne voit pas forcément le lien tout de suite. En tant qu'éditrice notamment, ça m'intéresse de faire exister des langues qui disent un autre rapport au monde, et donc pas dans l'idée qu'on serait dans une espèce de course en avant pour imaginer un hypothétique futur dans lequel on est sauvé, mais encore une fois, concrètement, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on est en capacité de fabriquer et quel monde on est en capacité de donner à sentir et de se donner à habiter. Et je pense aussi dans cette idée qu'on est dans un aller-retour entre les mots, les histoires qu'on raconte et les mondes qu'on construit, et qu'on les construit dès maintenant. Et dans un processus continu au présent. Et donc sur la question des langues, moi je m'intéresse beaucoup à la poésie, aujourd'hui aux fables. Je tiens à le préciser parce que je pense que là aussi on peut vite penser la question des imaginaires désirables, la question de quelles histoires désirables on peut se raconter dans une perspective très théorique, et c'est pas du tout pour dire que la théorie n'est pas utile, au contraire, mais je pense qu'on a un fort intérêt à investir cette question d'autres formes de narration. Et peut-être pour finir là-dessus, moi j'avais envie de vous dire, par exemple, tu as commencé Philippe en nous demandant qu'est-ce qui nous avait beaucoup nourri ces dernières années, et moi au-delà des livres de théorie, je crois que dans les textes qui m'ont fortement nourri, je vais en citer un, et j'aimerais bien que les gens disent ici si vous l'avez lu, c'est un texte d'une autrice qui s'appelle Tiffany McDaniel et qui s'appelle Betty. Ok, bah si vous l'avez pas lu, lisez-le, parce que Betty, pour moi, et j'ai les larmes aux yeux en parlant, mais Betty, c'est un texte splendide qui raconte exactement ça. Comment est-ce qu'on habite un monde détruit par le patriarcat, par le racisme, détruit par le capitalisme, et comment est-ce qu'on y survit à partir des corps et de ce que vivent nos corps, de ce qu'ont vécu et de ce qu'ont dû traverser nos corps dans ce monde-là. Et je pense qu'on a profondément besoin de récits comme ça. Et peut-être pour finir là-dessus sur la question de la langue, de penser aussi à comment est-ce qu'on réinvente la langue. Et à ce titre-là, moi en tant qu'éditrice, j'explore, et je sais qu'on est de plus en plus à le faire, une langue, et mon éditrice qui se cache aussi par ici, Isabelle Cambourakis, le fait depuis bien avant moi. Comment est-ce qu'on explore des langues inclusives qui posent... encore une fois, d'autres façons de dire le monde. Et là-dessus, juste pour finir, parce que je pense que sinon on ne l'abordera pas, en tant qu'éditrice de poésie, je travaille aujourd'hui avec un collectif qui fabrique des typographies inclusives. Ça veut dire que, en gros, plutôt que d'avoir un point médian pour dire une forme masculine et une forme féminine, on a des nouveaux glyphes qui permettent de donner une forme neutre, qui peut être à la fois masculine, féminine ou aucune des deux. Et je travaille par exemple avec des poétesses qui vont inverser, je pense notamment à une poétesse qui inverse le genre de beaucoup de choses, on a une langue extrêmement genrée, et elle va inverser le genre des organes, elle va inverser le genre d'éléments vivants, etc. Et ça aussi c'est une façon de fabriquer d'autres imaginaires, c'est une façon de nous rappeler que notre rapport au monde, il n'est pas nécessairement aussi fermé et aussi normatif que ce qui nous a été transmis, et que ça peut être changé aussi dans les histoires qu'on raconte et la façon qu'on a de les raconter. Voilà. Merci. Bonjour. Alors moi je m'appelle Audrey Vernon, je suis comédienne, j'ai écrit 7 spectacles dont 5 sur l'écologie. Normalement devant un public comme ça je joue. Je ne parle pas, donc là je dois parler. Mon imaginaire il est assez littéraire. Je lis énormément, j'ai un podcast où je fais des lectures d'essais. Donc vraiment mon imaginaire il est forgé par les auteurs, les autrices. Et dans les 2 années qui viennent de s'écouler, je pense que je me suis pas mal réfugiée dans les soulèvements de la Terre, puisque j'ai joué presque sur tous les actes. Et au niveau de l'imaginaire, je ne sais pas ce que je peux dire. Non, mais peut-être plus tard, j'aurai des choses à dire. Mais là, moi, ce que j'ai vu, c'est en tout cas l'imaginaire des publics changer radicalement. Ça fait 12 ans que je joue Comment épouser un milliardaire, par exemple. Et en 12 ans, j'ai vu un changement radical. Le dernier spectacle sur l'écologie, qui est une femme enceinte qui parle à son bébé, je le joue depuis 4 ans. Et en 4 ans, la réception de ce spectacle a changé radicalement. Et j'en ai écrit un sur Fukushima. Et grâce
Jean Covici, la réception de ce spectacle a aussi grandement changé, puisqu'il y a 4 ans, enfin quand je l'ai écrit en 2014-2015, il y avait eu une catastrophe à Fukushima, et quand je l'ai rejoué l'année dernière, j'ai appris que non, il ne s'était rien passé à Fukushima, et que personne n'était mort, et que les bananes sont radioactives, connasses, donc écoute les scientifiques. Voilà. Voilà, peut-être qu'on développera plus tard, mais voilà, mon imaginaire, c'est un peu ça. C'est des gens que j'adore, que j'admire, de Alain Damasio à Pablo Servigne, en passant par les 40 auteurs qui ont écrit le livre des soulèvements, en passant par l'appel des soulèvements. Voilà, mon imaginaire, c'est grâce à ces gens, en fait, que je suis encore heureuse de vivre dans ce monde. Donc, j'essaye de les remercier tous les jours. Alors Lucas, on t'a confié un rôle un peu glissant aujourd'hui, puisque tu viens pas en tant que praticien, éditeur, comédien, etc., mais comme plutôt observateur pour Parlons Climat. Et du coup, l'orga t'avait demandé de faire un peu un point aussi sur la réception, alors, spécifiquement de la question écologique et environnementale, mais dans le grand public et son évolution ces dernières années, et voir si effectivement ces imaginaires dans la population sont en train de changer ou ont déjà changé. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Effectivement, nous, chez Parlons Climat, en fait, on étudie aujourd'hui la société pour savoir comment les questions de transition, en fait, sont reçues, perçues, quels sont les imaginaires qu'elles soulèvent, etc. Et donc, c'est effectivement un regard assez différent par rapport aux personnes qui viennent de parler et qui, pour le coup, créent des imaginaires. Nous, on est plus sur le côté comment ces imaginaires sont reçus et comment est-ce qu'ils évoluent dans la société. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit quand on fait des chiffres, on bosse avec beaucoup de sociologues et de politologues, notamment sur ces sujets-là. L'idée étant derrière, une fois qu'on a vu comment les choses sont reçues et où en est la société, c'est comment est-ce qu'on a fait avancer toujours un peu plus sur ces sujets-là, bien évidemment. On a aujourd'hui à peu près, nous on estime, 25-30% de la population qui est convaincue du fait qu'il faut une transition plus ou moins rapide, plus ou moins radicale. Et l'enjeu pour moi des imaginaires, c'est aussi de continuer à approfondir, on va dire, l'engagement de ces personnes-là, mais aussi d'aller chercher potentiellement d'autres personnes, élargir un petit peu ce cercle par les imaginaires. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de place pour ce faire, parce qu'en fait, on a aujourd'hui une vraie insatisfaction en fait dans la société française sur la manière dont les choses se déroulent, pour le dire vite, les gens sont pas contents. Et donc ça donne quand même de la place à une envie de changer, de transformer cette société. Et quand on demande en fait aux gens de se projeter vers une société rêvée, leur société idéale, en fait, elle ressemble à une société du plus proche, où il y a plus de liens, où on est plus proche de la nature, où les choses vont un petit peu moins vite. Et donc finalement, un imaginaire d'une société idéale qui est pas trop loin, en fait, de celle que nous, on peut porter, au moins quand on reste à ce niveau un petit peu élevé là, on va dire, des imaginaires. Et donc l'enjeu pour moi aujourd'hui des imaginaires, je trouve que c'est beaucoup plus comment est-ce qu'on porte des imaginaires, et c'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est des imaginaires du chemin, des imaginaires du maintenant, beaucoup plus que des imaginaires de l'après-demain et de la société qu'on veut construire, où finalement il y a un a priori qui aujourd'hui est déjà relativement positif. Et donc il y a un vrai enjeu aujourd'hui à se dire comment est-ce qu'on fait des imaginaires pour demain, pour après-demain, et pas pour dans 25-30 ans. Et peut-être un dernier point là-dessus sur quelque chose que moi je regarde avec attention, c'est que jusqu'ici la manière dont on pensait, dont nos luttes étaient représentées aussi, donc les imaginaires qui allaient avec, était pas mal l'apanage des médias d'une part, des politiques, et d'autre part de créateurs de contenu, mais qui pour beaucoup étaient quand même plus ou moins proches de nous. Et on arrive à un moment en fait où les luttes au sens large sont de plus en plus représentées dans la culture populaire, et notamment dans des films, des séries qui sortent et qui n'arrêtent pas de sortir, et qui nous représentent, qui nous caricaturent dans une certaine mesure, et qui vont vraiment former aussi les imaginaires que les gens vont se projeter sur les luttes dans les années à venir. Et donc je pense que c'est un espace qu'il est intéressant de réfléchir à comment est-ce que on va dedans ou pas. Voilà. Alors j'ai décidé de porter la table ronde plutôt sur le côté de bataille des imaginaires que imaginaire en soi, puisque peut-être qu'ici c'est plus intéressant d'avoir cette discussion-là.
Et cette bataille, il me semble qu'elle peut être menée qu'à deux conditions. C'est à la fois d'aller porter ces imaginaires sur des publics qui ne les connaissent pas, qui ne sont pas sensibles, ou qui se méprennent, ou peu importe, et aussi de mener une offensive, c'est-à-dire d'être capable de lutter pied à pied avec un contre-imaginaire qui a aujourd'hui l'hégémonie culturelle très largement, dans des lieux de pouvoir que sont par exemple les médias, etc., et de remporter des victoires, même des petites victoires. Donc c'est un peu les deux axes qui pourraient être abordés ici pour pas trop faire la question imaginaire qui est tellement vaste qu'on l'a déjà dit. Donc pour sortir de ces cercles, vu qu'ici on est dans un entre-soi militant quand même assez évident, on a les mots-clés, on se comprend tous, il n'y a pas besoin même d'expliciter un seul des mots qu'il a entendu généralement sur ces tables rondes. Quand on va sur un public qui n'est pas connaisseur, pour ceux qui des fois le font ou qui vont dans ces endroits-là, on se rend vite compte que même des mots qui nous paraissent évidents ne sont même pas compris, que des réflexes, tous nos cadres en fait ne sont pas forcément du tout compris. Donc il y a vraiment ce travail d'aller porter la parole quand même, notre parole, surtout si on fait le pari que nos imaginaires au fond sont désirables et pourraient être désirés par tous ces gens. C'est le constat que tu fais, je pense que c'est le constat que, en tout cas, dont se berce toute personne de gauche. Donc la question qui est suivante, c'est vous aussi à partir de vos pratiques différentes, comment on va parler à un public qui n'est pas politisé, qui peut avoir des a priori hostiles, voire qui se considère peut-être de droite, mais en fait l'est que parce que tradition familiale, et en fait a des résonances avec les thématiques qu'on aborde. Voilà, comment on va parler à ces publics-là, comment et quels mots on utilise, quels mots on refuse, quels mots on privilégie, et une fois qu'on additionne ces mots, quel récit on porte, et quel narratif. Toi qui, par exemple, qui est réalisateur de vidéos, tu sais que la narration c'est hyper important, raconter une histoire. Donc voilà, donc vous, de tous vos points de vue, comment vous essayez, quand vous avez un public qui n'est pas celui déjà conquis, déjà nous, quoi, comment on va leur parler, parce que finalement ça nous intéresse tous en tant que citoyens, d'aller parler à notre grand-père, notre oncle, notre ami, notre pote d'enfance, etc., et de convaincre les gens un par un ou en collectif. Je sais pas qui voudrait... Alors, moi j'ai des exemples assez marrants puisque je suis confrontée à un public normcore, à un public normal, non militant au quotidien. Et sur Comment épouser un milliardaire, par exemple, que j'ai écrit en 2009, j'étais très influencée par Hervé Kempf, Comment les riches détruisent la planète. J'avais lu énormément d'économie. Et mon but, c'était de montrer aux gens qu'il y avait une grosse différence entre millionnaire et milliardaire. C'était une époque où les gens ne connaissaient pas le mot milliardaire. Ils ne connaissaient pas Bernard Arnault, ils ne connaissaient pas Lafarge, Lactalis. Et tous ces mots-là n'étaient pas du tout dans leur quotidien. Et donc, il y a eu un vrai travail gigantesque de partir de l'inculture totale en économie pour aller vers une complicité, puisque le rire, comme dit Bergson, c'est l'intelligence partagée. Et pour arriver à ce point d'intelligence, il fallait que j'explique énormément d'étapes. Et en 12 ans, j'ai vu une grosse différence, puisque au début, les gens disaient que le spectacle était très radical. Et aujourd'hui, quand je le joue, on me dit que ça ne va pas assez loin. Donc ça, je trouve que c'est vraiment génial. J'ai utilisé des façons très simples de faire comprendre parce que à l'époque, les gens pensaient que riche, c'était quelqu'un qui vit de son travail. Et donc, j'ai essayé de leur montrer que, par exemple, pour compter jusqu'à 1 million, il faut 11 jours, alors que pour compter jusqu'à 1 milliard, il faut 31 ans. Et donc, ça n'a rien à voir. Et ce qui était assez marrant, c'est que tous les milliardaires que j'ai choisis en 2009, j'avais choisi, par exemple, le PDG de Lafarge, Bruno Lafont, parce que je trouvais son nom rigolo. Et je trouvais ça rigolo de dire « Oh, Bruno Lafont, j'adore ce que vous faites !» Et de parler du béton en essayant de le draguer. Et Bruno Lafont, après, a été mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité et financement illégal du terrorisme. Je me suis dit « Waouh, génial !» Et mon personnage était tout à coup et bon, il n'est pas allé en prison, il était juste sous contrôle judiciaire. Et là, tout à coup, les gens avaient l'impression que j'avais écrit le spectacle la veille, alors que ça faisait 5 ou 6 ans que j'en parlais. Pareil pour Lactalis, Emmanuel Beignet, qui est le PDG de Lactalis, il tuait déjà beaucoup de poissons en rejetant les trucs dans les rivières. Et puis, à un moment donné, il y a eu l'affaire du lait contaminé. Et là, tout à coup, c'est devenu un peu une star. Et donc, c'est pareil. En fait, c'est comme si tous les milliardaires dont je parlais, ils portaient déjà en eux le germe du crime
Et finalement, beaucoup sont devenus des stars entre le moment où j'ai écrit et le moment où j'ai terminé de jouer. Des stars du crime, un peu. Bolloré. Mais ouais, une grosse différence d'imaginaire. Une grosse différence aussi de... par exemple, en 12 ans, ils ont acheté plein de théâtres, ils ont acheté plein de chaînes de télé. Et donc, il y a eu une différence aussi dans la manière dont j'étais reçue partout. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, la question ne se posait pas, quand je jouais au théâtre, de citer les milliardaires et tout, il n'y avait aucun problème. Et là, 2 fois cette année, je me suis fait menacer par les gens qui m'invitaient de soit ne pas être payée, soit me faire virer si je disais Bolloré. J'avais l'impression d'être dans Candyman, enfin un truc genre faut pas dire 3 fois Candyman devant la classe. Et puis c'est marrant parce que je leur montrais le texte et je leur disais j'ai mis des milliardaires, j'ai pas mis Bolloré, regardez, il n'y a pas marqué Bolloré. Ça. Oui, mais c'est en direct, alors peut-être. Je dis non, je vais pas montrer mes seins et marquer fuck Bolloré, je vous promets, je vais pas le faire. Et ça, c'est vraiment fou parce que je me dis si j'avais commencé aujourd'hui, je pense pas que j'aurais écrit Comment épouser un milliardaire parce que j'aurais eu trop peur, quoi. J'aurais eu trop peur et j'aurais eu trop de pression et je l'aurais pas fait avec la naïveté avec laquelle je l'ai fait il y a 12 ans où je disais tous les noms, tous les mots et puis ça m'était complètement égal. Et là maintenant ils ont acheté énormément de théâtre aussi. Donc ça c'est pour... C'était quoi la question déjà ? Comment on parle aux gens. Et notamment tu me parlais aussi de tes spectacles en usine. Ça m'intéresserait aussi que tu racontes. Peut-être après. Voilà. Ça me donne envie qu'on dise tous ensemble de Bolloré. C'est possible ? 1, 2, 3. Bolloré ! Ah, ça me tendait un peu. Ok. Bon, alors, moi, certes, j'ai une chaîne YouTube, mais j'ai pas la prétention de parler à tout le monde du tout. Je suis déjà content si j'arrive à tenir un discours qui fédère les personnes qui s'intéressent à l'écologie, au vivant aujourd'hui. Je me considère pas du tout sur le front de réussir à convaincre des non-convaincus, quelque part. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt de se dire, si on a pris conscience qu'il y a un problème, qu'est-ce qu'on essaye de faire ensemble ? C'est un autre travail, je pense. Et c'est là-dessus que moi, j'ai développé ma chaîne YouTube, à faire passer à l'action des gens. Si des fois, vous êtes arrivé avec des chiffres bruts et que vous dites « mais pourquoi est-ce que l'autre, il s'engage pas ?» Comme me l'a raconté d'ailleurs dans le trajet, là, je suis venu avec Wolfgang Kramer, qui est du coup un des auteurs depuis 30 ans, enfin maintenant il est à la retraite, mais du rapport du GIEC. Et il me disait, alors, toi tu parles à des gens, parce que moi j'ai un problème, il a un fort accent allemand mais je vais pas le refaire, c'est que j'aimerais bien qu'ils comprennent qu'il y a de très bonnes chances, enfin il y a des chances pour que entre 200 et 300 ans, il y a une hausse du niveau de la mer de plus 15 mètres. Et que quand ils comprennent ça, ils s'engagent. Ok. Donc, tu vois qu'il manque des étapes ou tu vois pas. Parce que à part si les gens ont une très grande éponge, bah ça va être compliqué quoi. Et c'est souvent ça, c'est la corde raide sur laquelle on marche et on continue de marcher parce que plus le temps avance, plus on est dans la merde et plus c'est difficile justement d'avoir un discours un peu optimiste sur l'avenir et des modes d'engagement à la hauteur des problèmes à venir. Donc là, par exemple, moi ce que je lui ai proposé, c'est de se dire, bon bah, essaye de rajouter des petites étapes en mode, il y a un problème, bah, on va vous proposer de vous attaquer à un petit aspect de ce problème, ça va pas tout faire, mais justement, c'est là qu'intervient l'imaginaire. On pense que si on s'additionne tous et si on attaque tous de tous les côtés, et ben à un moment, peut-être il y aura un basculement. Et donc, en gros, ce que tu fais est très bien parce que déjà, tu essaies de faire quelque chose. Et peut-être tu n'arriveras pas à empêcher la hausse du niveau de la mer de 15 mètres de haut. Et pour les personnes qui, aujourd'hui, font face à ce mur de 15 mètres de haut, moi, ce que j'ai vraiment envie de dire et que j'essaie de cultiver au quotidien, pour tenir, entre autres, c'est de se dire ouais, putain, je suis en vie, quoi. Heureusement que je suis en vie, et genre, je vais donner de la place pour célébrer le fait que je suis en vie. Et même s'il y a des dégradations, même si dans 200-300 ans, il y a une hausse de 15 mètres du niveau de la mer,
et ben l'espérance de vie d'un blaireau aujourd'hui est de 5 ans. Donc si j'arrive à empêcher qu'une route soit construite sur son terrier, et ben il y aura une vie entière de blaireaux qui sera que de célébration et de vers de terre dégustés le soir et le matin. Voilà. C'est juste ma recette à moi, mais je veux dire, voilà, c'est un des imaginaires qu'on va construire. Et j'avais envie de dire que c'est très dur de parler à des gens non convaincus quand on a soi-même en arrière-plan l'imaginaire dystopique, en fait, qu'on a tous, je pense. Levez la main si vous avez de temps en temps un imaginaire dystopique. Oui. Et vous avez des bonnes raisons de l'avoir, évidemment. Et on a des bonnes raisons, du coup, de cultiver de la joie au quotidien. Moi, j'aurais envie de dire, par rapport à ce que tu as partagé, de comment est-ce qu'on arrive à se projeter, pas juste être dans le maintenant, et puis se dire après-demain, dans 100 ans, dans 50 ans. Franchement, déjà, si on arrive à se projeter, genre maintenant, c'est cool, quoi. Tu vois, si on arrive à reprendre quelques terres, à empêcher quelques cours d'eau d'être pollués, à déplacer une salamandre quand elle est sur la route, sans les mains. Il ne faut pas la toucher parce qu'elle est un peu toxique, en fait, avec 2 bâtons. Voilà. Et ben, c'est déjà pas mal. Je sais pas si ça répond à ta question non plus. Mic drop. Alors moi, je veux bien continuer à ne pas répondre à la question. Parce que moi, je fais même pas des vidéos YouTube, je fais des livres et ça touche beaucoup moins de personnes. Dans l'édition indépendante, quand un titre fait 3000 ventes, on est hyper content, quoi. Donc voilà, c'est pour vous dire à peu près, pour vous donner un peu un ordre d'idée de combien de personnes on touche avec des livres, mais sans grande surprise. Il y a plusieurs choses sur lesquelles j'avais envie de rebondir, notamment par rapport à ce que tu disais tout de suite, Vincent, sur la question de la dystopie. C'est que moi, je suis toujours atterrée de voir à quel point la dystopie, enfin, comment, par exemple, Hollywood ne fabrique quasiment que de la dystopie aujourd'hui. Et que l'imaginaire, justement, dominant, nous dit pas qu'il n'y a pas de catastrophe, il nous dit qu'il y a une catastrophe, mais on peut rien faire. Et tout ce qu'on peut faire, c'est se préparer au moment où il faudra survivre en se bouffant les uns les autres, quoi, en gros. Et en organisant nos propres guérillas pour... Et du coup, je me dis, mais il y a vraiment un enjeu là-dessus, effectivement, à réfléchir à comment est-ce qu'on répond à ça, comment est-ce qu'on fabrique un rapport à ce qui vient qui n'est pas le même, et donc vous l'avez dit tous les deux, qui s'ancre aussi dans le présent. Je pense que c'était un peu ce que je disais tout à l'heure aussi quand je parlais de redescendre dans le corps, de sensorialité, de raconter des histoires de survie ici et maintenant, hein, parce que la survie, c'est aussi pour beaucoup de personnes déjà ici et maintenant. Mais je crois que j'avais envie de dire autre chose à partir de mon expérience d'éditrice, peut-être pour aussi, comment dire, enfin, je trouve que c'est important qu'on se dise quels sont nos moyens d'action, qu'est-ce qu'on est en capacité de faire, et puis aussi qu'on soit un petit peu tranquille avec le fait qu'on ne va pas trouver la solution ici aujourd'hui à comment est-ce qu'on invente un imaginaire qui va tout renverser, et que voilà, on sait bien que ça ne va pas arriver. Peut-être vous donner quelques éléments. Donc moi, je suis éditrice dans une maison d'édition indépendante qui s'appelle les Éditions du Commun, qui est une coopérative qui est basée à Rennes. Ah, ouais, cool. Je vois qu'il y a des gens qui nous lisent ici. On est basé à Rennes, on est diffusé un peu partout dans les pays, enfin notamment en France et d'autres pays francophones. Et on essaie de monter une économie. C'est très difficile. On pourrait reparler de Bolloré notamment, parce que dans l'édition c'est un gros nom, Bolloré. Mais c'est très difficile de monter une économie pérenne dans ce champ-là, qui est notamment un champ qui a fonction à fabriquer des récits, des analyses, etc. et à les diffuser. Hein. C'est quand même ça à la base. C'est pour ça qu'on a monté cette maison d'édition. Et nous, notre enjeu, c'est de monter une maison d'édition qui ne repose pas sur le travail gratuit. Et une maison d'édition indépendante qui fait des textes de gauche ou d'extrême gauche qui ne reposent pas sur le travail gratuit, je vous garantis qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et pour preuve, on est toujours au bord de fermer boutique, tellement c'est une économie difficile. Et moi, je me pose tout le temps la question en tant qu'éditrice qui fait le choix, par exemple, donc qui suit la personne, qui fait le choix de quel texte on va éditer, de quel texte on ne va pas éditer. Et c'est des choix difficiles à faire parce qu'en fait, il y a beaucoup plus de textes à éditer que ce qu'on fait. Que ce qu'on est en capacité de faire. Et donc moi, ça me renvoie toujours aussi à cette question de comment est-ce qu'on fait exister des récits, typiquement sur ce marché-là, mais à mon avis, c'est le cas pour d'autres, comment on fait exister des récits dans un marché qui est aussi monopolisé par des grandes entreprises, que sont les groupes éditoriaux, mais aussi qui fabriquent du récit, enfin,
comment dire, qui fabrique souvent du récit qui n'a pas les pieds sur terre. Je sais pas comment le dire autrement. En tout cas, je pense que nous, par exemple, on a vraiment une perspective où à la fois on est ancré territorialement et à la fois on a vocation à fabriquer des récits et des livres qui vont plus largement. Mais moi, très souvent, je dis non à des textes dont je pense qu'ils auraient tout à fait vocation à être publiés et qui serviraient très bien un public qui serait peut-être pas la France ou qui serait peut-être pas le monde. Et que je pense par ailleurs pour moi, une des voies nécessaires, ça va être de refabriquer des mondes, de sortir de cette idée qu'on a un seul monde et de refabriquer une pluralité de mondes. Et la question du coup de quelles histoires on raconte pour ces mondes, elle s'inscrit là-dedans. Et par rapport à tout ce qu'on se disait, j'ai l'impression que... Comment dire ? Peut-être aussi qu'il faut qu'on soit en capacité de se redire régulièrement que s'il est nécessaire de réfléchir à comment on fait les choses et comment on peut les faire de façon plus efficace et d'une façon qui amène plus de transformation, de la transformation qu'on cherche à créer, je pense qu'aussi il faut qu'on se redise, on parlait tout de suite des soulèvements de la Terre, on parlait de... La question de l'imaginaire, elle se fabrique avec la lutte. La question de l'imaginaire, elle va de pair avec la question de la formation politique. La question de la formation politique, elle va de pair aussi avec l'ancrage. Enfin, vous voyez, pour moi, tout est lié. Et que je pense qu'il y a une nécessité à fabriquer des outils qui vont de pair les uns avec les autres et qui s'inscrivent dans des lieux donnés et qui sont en lien avec d'autres lieux donnés. Et que peut-être que la meilleure façon qu'on a de se préparer, ou en tout cas de fabriquer de la transformation à partir d'ici et maintenant, c'est de se dire, et je le dis sur la question de l'imaginaire, parce que moi, en tant qu'éditrice, j'ai vraiment pas j'ai pas l'ambition de faire compétition à Bolloré, j'ai perdu. Vous voyez, mais j'ai pas perdu au sens où j'ai pas perdu ma structure, on va pas continuer à faire des livres, etc. Mais on va pas jouer sur le même terrain, on va jouer sur d'autres terrains. Et là où ça va changer, c'est la façon dont on s'organise, avec qui on s'organise. Comment on sait que, par exemple, quand on fabrique un récit, toi tu le fais avec ta chaîne YouTube, quand on fabrique un récit ou qu'on essaie de mettre en avant des imaginaires, on le fait main dans la main avec des gens qui sont sur le terrain et qui luttent, avec des gens qui fabriquent des contenus politiques et qui les transmettent, avec des gens... Vous voyez ce que je veux dire ? Et je pense que du coup, cette question de l'imaginaire, pour moi, elle doit être travaillée aussi à partir d'un terrain ancré et en lien avec d'autres façons de s'organiser. Voilà. La question portait sur comment tu parles à tout le monde. Qui, moi ? Oui, non, tout le monde. Enfin, c'était une question ouverte. Non, mais je vais la restructurer un peu. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, tu aurais répondu un peu sur la question de comment susciter l'engagement. Ouais. Et ça, effectivement, c'est une question qu'on se pose aussi beaucoup dans nos cercles. Mais plus généralement, moi j'ai envie de te dire, la question a été évoquée plus tôt, c'était qu'il peut y avoir une bonne réception de nos imaginaires, a priori, mais en fait il ne passe pas. Il y a quelque chose qui ne se passe pas. Et donc comment on franchit cet obstacle quand il arrive ? Moi j'ai envie de dire, les enjeux de mots déjà, de discours, moi je ne vais pas parler à tout le monde direct capitalisme. Voilà, ça dépend le public que j'ai en face de moi, peut-être que je vais prendre des détours. Et si je balance décroissance à la première phrase à un public qui n'est pas prêt, réflexe tout de suite, non. Alors qu'en fait, ça se trouve, ils sont d'accord. Et ça, c'est un enjeu de discours. Et il y a aussi l'enjeu de posture, peut-être que tu pourras revenir là-dessus, mais sur aussi la sincérité de sa démarche. Par exemple, toi, tu fais souvent le point sur comment tu es arrivé là, et ce côté de sincérité, de moi, je suis pas quelqu'un qui vient vous donner les leçons, je suis passé par ça. C'est peut-être des enjeux de discours et de posture qui peuvent amener à des blocages dans cette bataille qu'on doit mener pour convaincre le plus grand nombre. Et c'est pas forcément d'ailleurs le but de tout le monde de parler au plus grand nombre. Il y a aussi des travaux de... Non, mais je pense que ce serait bien que toi aussi tu répondes à cette question, ouais. Avec Socialterre. Micro. Pardon, Socialterre, c'est le travail que vous faites. Voilà. Non, mais en fait, ce serait bien que Philippe réponde à cette question, puisque c'est aussi le travail de Socialterre, en fait, d'essayer de parler au plus grand nombre. Enfin, voilà, c'est un travail que vous menez depuis des années, et du coup, je pense que finalement, c'est peut-être toi qui dois répondre. On t'écoute. C'est l'animateur animé. Ouais. Non, mais en vrai, moi, c'est une estimation, par exemple, sur la posture. Je vais repartir de la fin. La posture, par exemple, moi, je viens de la droite. Voilà. Familialement, j'ai une famille de droite, qui vote à droite. Je me suis cru de droite dans ma jeunesse. Et puis finalement, le parcours aidant, des rencontres l'ivresse par la suite, mais d'abord des rencontres humaines, font que, en fait, j'ai découvert la gauche, et puis j'ai découvert ma famille, quoi. Enfin, ma seconde famille. J'ai toujours la première, je les aime beaucoup en plus. Mais du coup, vu que je les aime beaucoup, je dois parler avec eux. Et du coup, je reviens pas vers eux avec des mots, voilà, je dis pas capitalisme dans la première phrase. Et pourtant, mes parents, par exemple, vivent comme des décroissants. Ils vivent selon des valeurs de gauche, mais ils se croient à droite. Et du coup, ça crée des gros blocages dans le discours. Alors du coup, il faut trouver des parades.
Et ça, c'est un enjeu, et c'est dur en fait. Et en même temps, moi j'aime cette altérité, parce que ça me rappelle, ça me sort aussi un peu de l'entre-soi. Et quand on le transpose dans une profession, dans un engagement, c'est hyper dur. Et là, c'est... Nous, par exemple, moi j'ai pas du tout de solution miracle. Hein. C'est vraiment une sorte d'évaluation à chaque fois, de se dire, bah, en fait, est-ce que ce mot on l'utilise pas trop facilement? Il y a des fois, il y a des dossiers où j'ai supprimé le mot capitalisme à plein de reprises pour n'en laisser que la moitié. Parce que je trouvais que c'était trop facile en fait, on disait trop, c'est un peu le mot facile quoi. On arrête de penser en le disant. Voilà, c'est comme, je pourrais en prendre un fasciste, fascisant. Alors là, l'insulte du fascisme, elle est tellement facile, je veux dire, mais du coup à la fin elle dit plus rien. Et quand on l'a dit, c'est au loup, et puis bah, quand il y a le loup, voilà. Donc ça c'est une évaluation vraiment, et moi j'ai pas de leçon à donner, j'essaye de le faire en mon âme et conscience, mais dans l'idée de pas créer des réflexes de rejet. Et en même temps, on en crée toujours. Donc il faut assumer une conflictualité, il faut assumer qu'on ne plaira pas à tout le monde. Il faut assumer des fois de rentrer un peu dans l'art pour créer une réaction, mais qui ouvre un débat, même si elle a commencé par une forme peut-être d'entre-agressivité ou autre. Donc voilà, et en même temps, des fois, je me rends compte que moi-même, je glisse dans des facilités. Par exemple, on utilise anthropocène, alors tout le temps. Et en fait, je rentre chez moi et je dis oui, t'as vu anthropocène, machin, ma mère me regarde, quoi. Et là, je réalise qu'en fait, elle est lectrice aussi Terre, et ce mot, quand elle le lit, elle ne le dit pas, mais elle ne le comprend pas, en fait. Et du coup, ça me ramène sur Terre. Donc voilà, donc c'est ces enjeux-là, et sur la sincérité, comme je vous l'ai dit, encore une fois, je pense que c'est important de toujours se rappeler on aurait pu être ailleurs, on aurait pu pas être là ensemble aujourd'hui. Moi, j'aurais pas fait les rencontres ou les lectures que j'ai fait, je serais peut-être pas avec vous. Et vous serez peut-être pas dans une famille de gauche avec des bonnes lectures, vous serez peut-être pas là. Et donc, il faut avoir cette humilité quand on va parler à quelqu'un qui n'est pas de son camp, ou qui est ventre mou, qui sait pas trop, qui s'engage pas, etc. Parce que je crois quand même assez au déterminisme. Et donc, il y a une humilité aussi, peut-être, que nous, on doit avoir. Même si on est très convaincu de notre bon droit et qu'on est dans le bon sens de l'histoire et qu'il faut faire ce qu'on fait, il faut quand même conserver cette humilité. Voilà. Et je ne saurais pas quoi dire d'autre. Bah, c'est bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à la question de l'animateur animé imprévu. Peut-être rebondir sur deux points, je trouve, qui sont, un point qui m'a semblé important sur l'enjeu des mots et l'enjeu de la sémantique, sur comment est-ce qu'on parle. Tu citais des mots qui sont déjà très très chargés, qui ont beaucoup d'histoire, ou qui sont très très marqués politiquement. Et moi, je me rends compte qu'aujourd'hui, on arrive parfois à créer des mots qui encapsulent des imaginaires et des mots nouveaux, et qui du coup ne créent pas ce même type d'opposition. Je trouve que méga-bassine a été un excellent exemple là-dessus. C'est un mot qui est très compréhensible, enfin voilà, ça raconte ce que c'est. Et en fait, ça ancre un imaginaire aussi sur ce que c'est physiquement, qui est tout à fait différent de retenue collinaire, par exemple. Voilà. Et très récemment, moi j'ai un autre exemple, peut-être d'ailleurs qu'il y a des gens dans la salle qui participaient à ce moment-là, où on faisait des groupes pour comprendre un peu des trucs sur la perception de l'agriculture aujourd'hui en France, notamment de l'élevage, notamment des grandes fermes d'élevage. Et donc on commence à parler de ce sujet-là avec les gens, etc. Et au bout d'un moment, on pose dans le débat le terme de ferme-usine. Et là, ferme-usine, ça fait en fait totalement retourner les imaginaires des gens. C'est-à-dire que d'un seul coup, on sort de cet imaginaire du vivant, on fait rentrer tout ça dans un imaginaire industriel, et on sent que ça fait totalement changer leur position en fait sur le sujet. Et je trouve que les mots, c'est quand même toujours le début des imaginaires, et je trouve que souvent quand on se dit ouais, les imaginaires c'est parfois très compliqué, c'est des grands récits, c'est des métanarratifs, etc. Se poser la question des mots, et en fait, est-ce qu'il y a des mots nouveaux qu'on pourrait créer? Et encore une fois, là, les deux exemples, méga-bassine et ferme-usine, c'est tous les deux en fait des unions de mots qui sont des mots que tout le monde connaît, c'est des mots du quotidien. On n'a pas créé, on n'est pas allé chercher dans un livre universitaire que par ailleurs, monde que j'adore par ailleurs, mais qui a créé un nouveau concept. On a vraiment créé des concepts à partir de mots qui sont des mots du quotidien et qui font bouger les imaginaires et vraiment qui font changer des attitudes. Et nous, on le voit vraiment en live assez régulièrement. Bon, alors moi j'ai aussi une famille particulière qui peut de temps en temps s'adonner à la chasse à courre et d'autres pratiques que je ne cautionne pas. Et donc il m'est arrivé d'avoir, y compris de m'être fait très activement cuisiner à table. Tiens, on chope le youtubeur et on cuisine. Bon. Et j'ai remarqué que ce qui était le plus efficace dans ces moments-là,
c'est effectivement une position humble et une transparence sur l'inquiétude que j'ai en fait. Parce que la première réaction dans notre monde de plus en plus polarisé, c'est de se dire n'importe quelle prise de parole est forcément une attaque contre mon prisme, contre mon univers, contre ce que je défends. Et c'est vraiment très précieux et efficace de dire, d'amener les problèmes comme étant, voilà, il y a ça, on a quelques bonnes informations qui l'appuient, il y a ce problème-là, ça me génère ce sentiment-là. Est-ce que tu as une solution à ça, toi, de ton côté, de ton bord politique? Par exemple, ce qui est assez chouette, c'est qu'en général, les gens me disent bah oui, bah vous avez qu'à faire des pétitions. Je suis là, oui, ouais, t'as raison. Bon, alors ça fait 10 ans, donc ça, on l'a fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre et tout? Passer par la justice. Si vous pensez que vous avez raison, vous avez qu'à passer par la justice. Oui, d'accord, du coup, la justice, elle nous a donné raison, mais en fait, il y a des dérogations, parce que l'État, il veut quand même que le projet se fasse. Ah, bah alors tant pis. Et moi, je dis, eh ben non, pas tant pis pour moi, parce que nouveau mot, désarmement. Voilà, par exemple. Je pense aussi que, en fait, j'allais citer Juliette Hénard ici présent, que dans les imaginaires dystopiques qu'on a de plus en plus, c'est vraiment le paradigme dominant qui nous fait croire que l'espoir, en fait, que notre désir d'un monde plus juste et plus durable est une erreur stratégique. Alors que, en fait, c'est probablement une source d'énergie et de joie, et que ce serait merveilleux si on arrivait, y compris dans cet espace-là, où il y a des conflictualités, où il y a des imaginaires qui vont s'opposer, à essayer de voir ce qui nous rassemble et ce qui nous donne de l'énergie et de la joie, et à s'y accrocher fermement dans la tempête qui s'annonce. La tempête, elle s'appelle le fascisme. L'imaginaire fasciste qui est en train de grimper dans notre pays, c'est « Ok, on va tous se mettre d'accord sur le fait qu'il y a des menaces, et notre réponse, ça va être pour nous, c'est juste notre gueule. On va protéger notre gueule, on va sortir toutes les personnes qu'on identifie comme étant différentes de nous, et on va se protéger de ça. » Et face à ça, quel imaginaire on arrive à développer? Là, je vais citer mon pote Nicolas Héringer, qui, pour lui, l'imaginaire qu'on doit opposer aux fascistes, c'est celui d'habitabilité. Entre autres, moi, j'enfonce souvent le clou dans l'imaginaire surréaliste, de dire, mais tu crois que ça va tenir combien de temps, toi tout seul, avec ton fusil, avec ton bushcraft, tu vois? Ça va pas tenir, en fait. Il faut qu'on soit collectif, forcément. Tu sais pas fabriquer de l'eau. Donc, il faut que collectivement, on prenne soin de nos forêts pour qu'elles fabriquent de l'eau, parce qu'elles savent. Donc, et donc, cette notion d'habitabilité, elle est à développer, elle est à inventer même. Moi, c'est ça qui me fascine, c'est qu'à chaque fois, d'année en année, il y a des nouveaux imaginaires qui arrivent et qui sont des fois en conflit avec ceux qu'on a avant. Et moi, je me réjouis si on peut faire de cet espace-là, non pas un espace d'affrontement, mais de co-création, d'écriture en commun de nos imaginaires. Et en plus, je vous demande beaucoup de courage, parce que je sais que c'est très flippant, parce que je sais, je le fais au quotidien, de défendre un imaginaire. Il y a le risque qu'il ne se réalise pas, quoi. Alors des fois, on préfère ne plus en avoir du tout, mais rapidement, on s'épuise. Pourquoi est-ce qu'on va mettre de l'énergie alors qu'on n'a pas de perspective? Bon, du coup, il faut qu'on soit prêt à construire un imaginaire qui se casse la gueule dans la confiance qu'ensemble, ancrés, collectivement, on va en inventer d'autres. Dans ce que disait Juliette, il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé, c'est le fait de partir de l'intime. Et dans le dernier spectacle, c'est une femme qui écrit à son bébé et qui lui explique le monde dans lequel il va naître. C'est une femme enceinte qui parle à son bébé. Et ce spectacle, je l'ai écrit pendant que j'étais moi-même enceinte. Donc j'ai mis 9 mois, je l'ai joué 1 mois avant la naissance de ma fille. Et pour moi, ce qui était très important, c'était d'arriver à dire en 1 heure mes ressentis de mère et de femme vis-à-vis du monde actuel. Et donc j'ai mis toutes les choses qui me faisaient peur. Et par contre, j'ai pas été dans une optique de pas heurter les gens, parce que je m'en fichais. J'avais vraiment envie de dire tout haut, vraiment, oui, on tue des bébés. On est une civilisation la France est le 3e plus gros vendeur d'armes au monde. On empoisonne les enfants. J'avais envie de faire la liste pour mon bébé, de lui dire alors on empoisonne les enfants. T'es composé à 75% d'eau et à l'extérieur tu vas devoir payer pour y avoir accès. J'avais envie de lui parler de l'énergie, de comment on se comporte avec les pays étrangers. Et j'avais vraiment pas du tout envie de me censurer. J'avais envie que cette mère,
elle dise à son bébé toute la vérité en fait. Et c'était très très chouette, jusqu'au jour où je me suis retrouvée devant un public de collégiens, on m'avait pas prévenu, et tout à coup j'avais des vrais bébés devant moi à qui je disais ça, et c'était juste atroce, mais ça arrivait une fois. J'ai pleuré quasiment tout le spectacle, c'était infernal. Non mais tout ça pour dire que voilà, à partir de l'intime et de ces ressentis aussi d'être humain, moi ça fait... j'habite dans une maison depuis 6 ans, et puis il y a 6 ans il y avait des hérissons, et aujourd'hui il n'y a plus de hérissons qui reviennent. Les hérissons ont disparu, ça me rend très triste. Ça me rend très triste, et de temps en temps je mange au restaurant, puis il y a quelqu'un à côté avec qui j'ai le malheur de discuter qui me dit « Ah moi je préfère les autoroutes aux hérissons ». Et je me dis « Ah ouais, en fait il y a vraiment des univers qui sont... » Mais j'ai décidé de vraiment dire toute la vérité, tout ce que je ressens. Et dans le spectacle, j'ai fait du personnage du mari, une sorte d'homme qui a réponse à tout, qui dit « Ah mais ma chérie, moi je t'explique pourquoi le marché de l'eau c'est payant ». Et c'était assez amusant de voir la réception, parce que il y a 4 ans, quand j'ai commencé à le jouer, il était vraiment considéré comme très radical. Et puis après, il s'est interrompu pendant le confinement. Pendant le confinement, j'ai commencé à jouer dans les ZAD. Et une fois que les théâtres ont rouvert, je l'ai rejoué. Et l'imaginaire des gens avait complètement changé. Et toutes ces questions qui ne se posaient pas il y a 4 ans, tout à coup, on pouvait leur dire peut-être que l'aviation civile, c'est pas incroyable, peut-être que les smartphones, c'est pas incroyable. Et quelque part, il y avait quelque chose qui fait que cette parole, elle était audible. Et aussi, pour finir sur les imaginaires, dans le spectacle, le personnage de la femme enceinte, qui est un peu folle, hein, un peu folle, se compare tout le temps sa façon de vivre avec la façon de vivre des peuples autochtones. Et je travaille beaucoup avec Survival International qui défend les droits des peuples autochtones. Et vraiment découvrir l'imaginaire des peuples autochtones, découvrir qu'il y avait une autre façon de vivre, qu'on peut vivre. Aujourd'hui, il y a nos contemporains qui vivent sans argent, sans électricité, dans la nature. Et il y a 370 millions de personnes qui vivent comme ça. Et ils sont une ressource incroyable, un exemple. Et c'est merveilleux de se dire qu'il y a d'autres façons de vivre qu'on peut convoquer et qu'on peut rappeler aussi. Parce que quand les gens disent « Ah oui, mais ça c'est impossible », ben non, les peuples autochtones, ils le font. C'est bien de parler des peuples autochtones, mais excusez-moi, mais on habite sur une terre précise qui est celle-ci. En fait, j'ai envie de rebondir là-dessus parce que depuis tout à l'heure, je me dis sur cette question des imaginaires, peut-être aussi, est-ce qu'on pense sincèrement que le monde va se transformer parce qu'on va convaincre les gens? Est-ce que c'est quelque chose que vous croyez? Alors du coup, moi j'ai envie de vous dire que je pense qu'il faut convaincre les gens, en partie. Mais je pense aussi que ce qui se joue profondément, c'est à quel point est-ce qu'on a besoin les uns et les unes des autres. Et je vais vous dire un truc, moi je viens d'une campagne qui est plutôt réactionnaire. Elles ne sont pas toutes, mais la mienne, en l'occurrence, elle l'est. Qu'avec mes voisins, on a des divergences politiques certaines, mais on a aussi quelque chose qui nous rassemble à certains endroits, c'est qu'en fait, on a besoin, pour certains trucs, encore, c'est une espèce de petite survivance de ce qu'a pu être la vie à la campagne, on a besoin les uns des autres. Du coup, on est obligé de composer avec un certain nombre de choses. Et moi, je pense qu'un des problèmes de cette société, c'est que les richesses, je suis un peu énervée, je suis un peu bouleversée. Les richesses sont tellement inégalement réparties qu'on n'a plus assez besoin les uns des autres. On n'a plus assez besoin, et les gens qui n'ont pas besoin des autres, pour moi, on peut essayer de les convaincre tant qu'on veut. Il y a un problème de base qui est que pour ramener une forme de justesse, pour ramener une façon de se rapporter au monde qui a du sens, il faut qu'on ait profondément besoin les uns les unes des autres. Et je mets aussi tout le non-humain là-dedans. Vraiment. Et je tiens à dire autre chose là-dessus, c'est que je pense qu'il y a peut-être quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que, Philippe le disait tout à l'heure, il faut réfléchir aux mots qu'on utilise, etc. Et je suis d'accord avec ça, selon à qui on s'adresse, mais je pense aussi qu'il faut qu'on envisage que les discours sont une chose et les pratiques de vie sont une autre. Et qu'il y a des gens, je pense, il y a plein d'endroits, notamment dans les quartiers populaires, notamment dans les zones les plus pauvres de ce pays, où l'interdépendance, on la met en pratique depuis bien longtemps. Et on ne fait pas nécessairement des discours dessus. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se dire que changer la bataille, en tout cas mener la bataille des imaginaires, c'est aussi faire avec et faire autrement. Et c'est aussi partager les richesses. Franchement, profondément, partager les richesses.
Donc il n'y a pas de question d'incarnation aujourd'hui, parce qu'effectivement les imaginaires on pourrait les construire par l'incarnation et l'exemplarité, c'est vrai, mais bon ici on n'a pas une tablée qui a été réunie sur ce mode-là, où ce serait très pertinent, on est plutôt des faiseurs de mots, des diseurs de mots, diseuses. Donc voilà pourquoi on ne l'a pas abordé. Ceci dit, on peut peut-être terminer par quand même la question de la fabrique, de l'infrastructure matérielle quand même de tout ça, parce que pour mener cette bataille, il faut quand même encore des outils. En l'occurrence, il y a l'édition, il y a la presse, il y a les réseaux sociaux, il y a les planches, l'art du spectacle. Moi, j'ai envie de vous demander juste un peu en finale, c'est quoi aujourd'hui les difficultés, pas forcément les vôtres particulièrement, mais les difficultés un peu du secteur. C'est quoi l'ennemi qu'on a en face de nous? C'est quoi le rapport de force? Voilà, c'est une question assez ouverte. Et si vous avez évidemment des pistes de solutions pour régler le problème aujourd'hui, c'est fantastique, mais c'est pas forcément le sens de la question. Et avant que tu me retournes la question, Vincent, je ne m'étalerai pas sur la question de la presse, mais parce que tout le monde la connaît. Je veux dire, la presse indépendante, combien de divisions? Aujourd'hui, il n'y a plus rien, c'est un champ de ruines. Donc il y a vraiment un impératif de reconstruire ça, de le reconstruire dans une presse indépendante conçue aussi comme nouvelle au sens aussi des pratiques et des méthodes. Pour moi, Vincent est un journaliste, c'est pas un youtubeur. Voilà, il y a beaucoup de gens qui se prétendent des sortes autre chose que ce qu'ils sont, c'est-à-dire des journalistes. Vous êtes des journalistes, activistes, vidéastes, etc., mais journalistes. Donc je pense qu'il y a une galaxie indépendante à reconstituer, telle qu'il y a de la mutualisation des moyens de production, des moyens d'impression, il y a beaucoup de choses qui se jouent sur l'infrastructure matérielle et on ne se rend pas compte, mais lancer un journal aujourd'hui c'est quasiment impossible. Tenir un journal, c'est quasiment impossible. Le faire sans publicité, sans pôle commercial, c'est quasiment impossible. Il n'y a aucun fonds d'amorce ou presque, il n'y a aucun fonds de soutien, les gens n'achètent plus la presse. Les militants parmi vous n'achètent plus la presse, ils connaissent, hein, ils ont tout mappé, ils savent ce qui se passe, etc. Oui, je connais, mais beaucoup n'achètent plus beaucoup. Et en fait, si on enlève Mediapart, c'est même plus un champ de ruines, c'est carrément un champ de fungus, quoi. Enfin, il n'y a plus rien. Donc voilà, moi je remets certainement pas la pierre sur les lecteurs, mais je pense qu'il y a vraiment aussi des réflexions qui doivent être amorcées et que ce genre de lieu devrait aussi porter beaucoup plus fermement et on devrait peut-être se porter plus en soutien de ça. Mais si on n'arrive pas à monter une infrastructure un peu collectivisée, mutualisée, plus forte de la presse, on n'arrivera mais jamais à peser, nous, de notre point de vue, contre le mastodonte qui est en face devenu la presse de télévision continue, la presse de Bolloré, etc. etc. Voilà, donc le constat est assez catastrophique, hein, désolé, mais on va y réfléchir. À la prochaine. Ok, du coup moi je suis sur tous les réseaux sociaux, même TikTok, c'est dur. Et je mesure, déjà, évidemment il y a eu énormément d'évolution des différentes plateformes. Moi j'avais tout misé sur Facebook. Sur Facebook, on a 400 000 abonnés, ça ne sert plus à que dalle. Il n'y a personne qui regarde mes publications, souvent ça plafonne à 2000 alors qu'on a 400 000 abonnés. Donc ça c'est aussi un des cœurs de mon métier, c'est l'évolution très rapide des plateformes et le besoin de s'adapter en permanence. Il y a le fait que sur YouTube, du coup où je m'investis beaucoup maintenant, en fait je suis complètement dépendant d'un algorithme qui décide ou non de montrer mes vidéos. Alors moi je suis assez chill parce que je ne dépends pas pour gagner ma vie, pour produire des vidéos de la publicité. C'est un choix qui a été fait depuis le début. Il n'y a pas de publicité sur les vidéos partagées sympa parce que je considère que si ce que je fais sert à quelque chose, il y aura des dons des gens. Si ce que je fais sert à rien, il n'y aura pas de dons et j'arrêterai. Ce sera plus simple, j'irai voir les blaireaux. Et du coup, la moitié, plus de la moitié même des vues proviennent encore aujourd'hui des recommandations. Et j'en profite pour vous mettre un petit taquet à vous tous là qui viennent me dire « Ah, j'adore tes vidéos, j'ai vu la dernière » et là qui me cite une vidéo qui a genre 6 mois. Et je leur dis « Mais vous savez qu'il y en a des nouvelles ?»« Ah bah non, je les ai pas vues. » Ok, on est sur les réseaux sociaux en 2023. Si vous voulez suivre des gens que vous aimez bien, il faut que vous tapiez leur nom. Sinon, vous ne considérez pas que vous les suivez. En fait, il faut aller chercher le contenu et ne pas laisser un algorithme décider de ce qu'on regarde quand même. Voilà. C'est la même logique pour en fait, il faut leur donner de l'argent si on veut qu'ils continuent d'imprimer. Et voilà, par rapport à la projection, moi je le vois de manière assez négative. Je pense qu'il y aura de moins en moins de possibilités d'expression libre sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous avez peut-être entendu parler des projets de loi qui sont en train de passer en mode tout appel à la révolte, à la rébellion sera interdit sur les réseaux sociaux. Moi je pense qu'il n'y a plus de vidéos sur ma chaîne. Et j'ai déjà un aperçu de ça sur TikTok. J'essaye de publier plein d'extraits de mes vidéos sur TikTok. Il y en a vraiment 1 sur 10 qui passent. Tous les autres sont censurés pour plein de trucs différents. Donc ça c'est le TikTok, donc c'est un réseau social chinois. Donc
si on ne veut pas que notre Internet se transforme comme la Chine, essayez aussi de soutenir la Quadrature du Net, par exemple, qui se bat de manière très efficace là-dessus. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, nous on est une maison d'édition en coopérative. On s'appelle les éditions du commun. Si vous avez envie, allez voir ce qu'on fait. On fait de la poésie, des essais, de la littérature du travail. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Très important, on fait des manuels. En fait, à la base, on vient de l'éducation populaire. Et la création de la maison d'édition, l'idée c'était de fabriquer des textes qui soient écrits à partir des luttes et qui servent aux luttes. Donc on a fait des manuels sur tout un tas de sujets. Par exemple, on a fait un manuel d'éducation critique aux médias. On fait des manuels sur la question de l'habitat participatif, sur une expérience de collège autogéré dans le centre de la France, je sais plus. Enfin voilà. Donc un petit peu des outils qui, encore une fois, des livres qui servent aux luttes. Moi, je dirais de manière générale que sur la façon sur comment nous soutenir, achetez nos livres. Faites-en acheter par vos bibliothèques, vos médiathèques. Parlez de nous autour de vous et de manière générale, soutenez l'édition indépendante. Moi, très très souvent, quand je discute avec des gens qui plutôt lisent des livres de gauche, on va dire, souvent les gens ne savent pas en fait faire la différence entre Le Seuil, La Découverte ou La Fabrique ou les éditions Divergence. Il y a une première différence, c'est qu'en fait, il y en a qui sont indépendantes et d'autres pas. Et demandez à vos libraires, exactement. Soutenez vos libraires également, c'est une profession qui est extrêmement précaire. Et voilà, en fait, pour le livre comme pour le reste, la façon dont on le produit n'est pas neutre, elle est le fruit de choix politiques. Et donc, effectivement, je pense quand même, je veux pas faire un grand discours sur le capitalisme conscient, mais je sais pas si certaines d'entre vous sont allés voir le film Barbie récemment. Moi, je confesse, je suis allée le voir et je pense que c'est vraiment un monument de capitalisme conscient et ça montre bien aussi comment ça va être difficile de faire avec ces gens-là, parce qu'ils sont quand même très malins. Mais sur le livre, on a exactement la même chose, c'est-à-dire on peut avoir des livres extrêmement critiques du système qui sont fabriqués dans des conditions on ne peut plus capitalistes. Et dans l'édition, on a quand même un espèce de phénomène un peu particulier qui est un espèce de nuage qui entoure les grandes maisons d'édition qu'on ne perçoit pas comme des entreprises capitalistes, très bizarrement. Une multinationale, n'importe laquelle, dans du vêtement ou de la nourriture ou de je sais pas quoi, on voit très bien que c'est une multinationale, mais quand c'est dans le livre, ça bénéficie d'une espèce de neutralité de fait qui est hallucinante. Alors pour autant, quand on va regarder, que ce soit les politiques salariales, que ce soit les modèles de fabrication, etc., en fait, c'est les mêmes logiques, c'est des logiques de rentabilité. Donc voilà, moi je vous conseillerais de peut-être aller creuser ces choses-là, et encore une fois, soutenir l'édition indépendante, mais surtout soutenir en fait la circulation de récits qui visent à défendre la transformation et qui le font, qui sont fabriqués d'une façon qui s'inscrit dans cette transformation. Moi, au niveau du théâtre, vu l'urgence de la situation, j'ai décidé de ne plus jouer dans des contextes commerciaux ou en tout cas d'essayer de jouer le plus possible gratuitement dans les ZAD, ce que j'ai fait pendant 2 ans. Et ça devient très difficile, effectivement, de jouer et d'avoir des spectacles dans le cadre normal. Ce qui m'a vraiment le plus apporté dans toute ma carrière, qui maintenant a une 20aine d'années, c'est vraiment quand j'ai joué gratuitement ou dans les usines ou dans les ZAD. C'est ça qui m'a nourri le plus. C'est les meilleurs souvenirs que j'ai de représentation de toute ma vie. Toutes les représentations que j'ai faites dans un cadre gratuit sont marquées en moi et sont des souvenirs incroyables, alors que j'ai fait des milliers de représentations dans un cadre marchand. Et celles-là, je les ai pour beaucoup oubliées. Donc voilà, c'est un bonheur d'être là et de voir qu'une autre façon de gérer le quotidien est possible. Et voilà, donc merci beaucoup à Terre de Lutte et puis à tous ceux qui ont organisé la résistance.